Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Lancement de la plateforme Pacte pour un Congo retrouvé en République démocratique du Congo. Une plateforme qui comprend notamment 101 députés nationaux. Son but, soutenir la vision du président Félix Tshisekedi, récemment réélu à la tête de l'État. La visite du président tchadien de transition Mahamat Idriss Déby en Russie, à l'heure où l'influence russe gagne du terrain au Sahel, le dirigeant tchadien dit vouloir renforcer les relations avec un pays ami. Et puis le bilan de la visite du Premier ministre sénégalais Amadouba à Port-au-Khan. Au programme notamment un entretien avec Serigne Mohamedou Muntaha Bachir Mbaké, le calife général des Mourides. Mais tout d'abord, la Cour suprême entérine la réélection du président Azali Assoumani aux Comores. La juridiction a confirmé ce 24 janvier sa victoire. Une victoire obtenue dès le premier tour avec un peu plus de 57% des voix. Un score inférieur à celui annoncé par la Commission électorale nationale indépendante qui était de 62,97% des voix. Le taux de participation passe quant à lui de 16 à 56,44%. Aussitôt publiés, les résultats provisoires ont été fermement rejetés par l'opposition. L'opposition qui avait par la suite déposé des recours. La Cour suprême a jugé ce mercredi que les demandes en annulation de l'élection présidentielle sont irrecevables. Le président Azali Assoumani conserve donc le fauteuil présidentiel jusqu'en 2029. En République démocratique du Congo, plusieurs personnalités ont uni leurs forces pour soutenir la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi à la suite de l'élection présidentielle. Une plateforme dénommée Pacte pour un Congo retrouvé a été lancée. Elle regroupe notamment Vital Kamerhe et Julien Paluku. Son objectif, renforcer la cohésion au sein de l'Union sacrée d'Otalino. Sortie des élections générales du 20 décembre 2023 avec plus de 700 députés provinciaux, l'Union sacrée, la coalition au pouvoir a besoin de cohésion pour entamer sereinement la nouvelle législature en République démocratique du Congo. C'est l'ambition que porte la plateforme politique Pacte pour un Congo retrouvé, le PCR, lancé le 23 janvier 2024 à Kinshasa. Cette structure compte plus de 101 députés nationaux et 125 députés provinciaux. Ce pacte, c'est pour renforcer la cohésion au sein de l'Union sacrée, ramener la discipline pour que nous tous nous sachions que désormais, nous n'avons plus droit à l'erreur. Le PCR s'est formé de la volonté de Vital Kamerhe, Tony Kankou-Chikou, aux représentants de l'autorité morale de l'Union sacrée, Julien Paluku et Jean-Lucien Boussa, de se rassembler autour d'une même vision. Objectif, consolider la majorité à l'Assemblée nationale afin de faciliter la réalisation du programme quinquennal du président Félix Tshisekedi pour son second mandat à la tête de la RDC. Nous voudrions, comme m'a rappelé quelqu'un, transformer les grandes idées du président de la République démocratique du Congo en une vertu, et pas seulement nous arrêter à la vertu, mais passer de la vertu à la création d'un système de gouvernance. Et non pas seulement un système de gouvernance simple, mais un système de bonne gouvernance. Le PCR se positionne comme la nouvelle majorité parlementaire en République démocratique du Congo. Ses membres, lors de la cérémonie de lancement de la plateforme, ont invité d'autres partis politiques, alliés ou non de l'Union sacrée, à intégrer le bloc parlementaire. Dans l'actualité également, la rue grondée ce mercredi en Tanzanie. À Dar es Salaam, des milliers de personnes se sont mobilisées à la suite de l'appel lancé par Chadema, le principal parti d'opposition qui proteste contre plusieurs réformes. Parmi elles, une disposition qui permettrait à la présidente Samia Suluhu Hassan de nommer 5 membres de la commission électorale. Autre cri de colère de l'opposition, la situation économique. D'après l'Agence française de développement, près d'1 habitant sur 2 vit sous le seuil de pauvreté. Dans le reste de l'actualité, visite officielle du président tchadien de transition Mahamat Idriss Déby en Russie. Le chef de la junte s'est entretenu ce 24 janvier avec le président russe Vladimir Poutine. Pour le dirigeant du Tchad, ce séjour vise à renforcer les relations bilatérales avec un pays ami. Cet entretien illustre l'offensive diplomatique de la Russie qui entend étendre davantage son influence au Sahel. Une influence qui s'est notamment renforcée avec le départ des militaires français.
Écoutons à ce propos le président tchadien de transition Mahamat Idriss Déby. Il s'agit d'une visite historique. Le Tchad et la Russie entretiennent des relations de longue date. La dernière fois que le président de l'État du Tchad a visité ce pays, c'était en 1968. Nous espérons que cette visite nous permettra d'approfondir nos relations bilatérales et de renforcer nos relations dans tous les domaines. J'ai entendu parler de l'accident d'avion et je voudrais, en mon nom et au nom de notre peuple, présenter mes condoléances suite à la mort des soldats russes. Je viens d'un pays ami et fraternel, un pays souverain qui souhaite renforcer ses relations avec ce pays ami. J'espère, et notre peuple espère, que nous travaillerons activement ensemble après cette visite historique. Il y a des échanges et nous continuerons à les développer au profit de la nation tout entière. L'actualité, c'est aussi l'augmentation du nombre de députés au sein de l'Assemblée nationale togolaise. Il passe de 91 à 113, une augmentation qui résulte de la modification d'une loi organique. Elle sera effective lors des prochaines élections législatives dont la date n'a pas encore été fixée. Le président Faure Gnassingbé, rappelons-le, avait promis que ce scrutin se tiendrait fin décembre 2023. Un retard de calendrier vivement critiqué par l'opposition. D'après le gouvernement, les élections législatives et régionales seront organisées au plus tard à la fin du premier trimestre de 2024. Retour sur la visite du Premier ministre sénégalais Amadou Ba à Porokhane, une cité religieuse située dans la région de Kaolack, au centre-ouest du pays. Le chef du gouvernement a été reçu par le calife général des Mourides, Serigne Mouhamadou Mountakha Bachir Mbacké. Au cœur de leurs échanges, la paix et la prospérité du Sénégal, un sujet de Cheikh Omar Camara commenté par Philomène Tine. En visite à Porokhane, une cité religieuse située dans la région de Kaolack, le Premier ministre sénégalais Amadou Ba a eu mardi 23 janvier 2024 un entretien avec le calife général des Mourides, Serigne Mouhamadou Mountakha Bachir Mbacké. L'échange entre les deux hommes a principalement porté sur le renforcement de la paix, de la stabilité et de la prospérité du Sénégal. C'est une ziara qu'on a voulu faire au calife général des Mourides. Nous connaissons la place de Porokhane. Tout est parti de Porokhane. C'est ici que la maman du vénéré chef est. C'est toujours un plaisir de rencontrer le calife général des Mourides. C'est un homme sage, un homme qui a beaucoup d'affection pour nous. Nous sommes venus solliciter ses prières pour un Sénégal de paix, solliciter ses prières pour le président, solliciter ses prières pour la prospérité pour tous les Sénégalais. Cette visite souligne également l'importance de la relation entre le gouvernement et les autorités religieuses en matière de préservation de la stabilité et du bien-être de la nation sénégalaise. Ainsi, la sollicitation du soutien spirituel du calife général des Mourides par le Premier ministre sénégalais Amadou Ba témoigne de la reconnaissance du rôle de la dimension spirituelle dans la gouvernance et la construction d'une société pacifique. Il est venu en qualité d'homme politique et en tant que chef de gouvernement dans le cadre du Magal de Porokhane. On ne peut que s'en féliciter de sa présence en lui souhaitant un bon Magal. D'ailleurs, en tant que Premier ministre, c'est l'invité d'honneur du calife général, donc on doit l'accueillir avec les honneurs ici à Porokhane. Le 25 janvier 2024, la localité de Porokhane accueillera des centaines de milliers de personnes, notamment des femmes, dans le cadre de la célébration du Magal de Porokhane, une cérémonie de commémoration de la vie de Sokhna Mame Diarra Bousso, mère de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur de la confrérie du mouridisme. La visite du Premier ministre Amadou Ba à Porokhane, au lieu de pèlerinage annuel, marque ainsi une étape importante du périple que le chef de gouvernement effectue dans les foyers religieux du Sénégal. On reste au Sénégal où le budget global du secteur de l'éducation n'a cessé d'évoluer depuis les années 2000. Malgré cette progression, les défis persistent, tels qu'un taux d'analphabétisme important en milieu rural. Pour 2024, 30% du budget de l'État sera consacré à l'éducation nationale à Ménégie.
Dans un contexte où l'éducation joue un rôle crucial dans le développement socio-économique, les perspectives dans ce secteur au Sénégal suscitent un intérêt croissant. En effet, entre 2012 et 2023, le pays a connu une amélioration des performances du système éducatif grâce à plusieurs initiatives, notamment le 3FPT, Fonds de financement de la formation professionnelle technique qui a formé environ 400 000 jeunes. L'objectif est de disposer d'une main-d'œuvre qualitative dans les sciences, les techniques de l'apprentissage des métiers à travers la création de lycées, grandes écoles, ainsi que la valorisation des communautés éducatives islamiques. Déjà avec le plan émergent, Sénégal émergent, où le renforcement de notre capital humain est très important, pendant la magistrature du président Macky Sall, plus de 20% du budget du Sénégal a été alloué au secteur de l'éducation. L'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la formation technique et professionnelle. L'éducation et la formation restent une priorité élevée des politiques publiques selon le président Macky Sall. Entre 2012 et 2016, outre la réhabilitation, le gouvernement a investi environ 132,6 milliards de francs CFA en construction et équipement d'infrastructures scolaires et universitaires. Des initiatives concrètes en faveur du personnel enseignant ont été engagées avec un accroissement d'effectifs de 7 481 enseignants supplémentaires dans le public. Avec une ouverture vers l'enseignement technique et la formation professionnelle. Il faut donner aux jeunes Sénégalais des formations qualifiantes dans des métiers d'avenir. Nous avons déjà un programme assez important de construction de centres de formation professionnelle dans toutes les capitales départementales. Il faudra le renforcer. Il faudra identifier davantage les secteurs les plus rentables. Je pense que nous avons fait un gros travail. Maintenant, il faudra en quelques années terminer tout ce processus et passer à une étape beaucoup plus importante. Jusqu'à 2019, le gouvernement sénégalais prévoyait environ 221,4 milliards de francs CFA en ressources additionnelles pour l'amélioration des conditions de travail et d'apprentissage. En 2023, la Banque mondiale a approuvé un financement de 150 millions de dollars afin d'adapter les compétences enseignées dans les établissements d'enseignement supérieur aux besoins du marché de l'emploi. Elle a été inaugurée en mai 2023 au Nigeria. La méga raffinerie du groupe Dangote a reçu le mois dernier ses premiers barils de pétrole brut d'une capacité maximale de production de 650 000 barils par jour. Ce complexe a coûté 19 milliards de dollars. Avec une telle installation, le Nigeria espère atteindre l'autosuffisance en matière de carburant. Ameneji. Au Nigeria, la méga raffinerie de pétrole de Aliko Dangote a commencé à produire pour son marché local d'une capacité maximale de 650 000 barils par jour. Le site, situé dans la zone franche proche du nouveau port en eau profonde de Lekki à l'est du Nigeria, serait en mesure de satisfaire tous les besoins du pays en produits raffinés, diesel, carburant, kérosène ainsi que du gaz de pétrole liquéfié. Le Nigeria apporte une réponse corrective idoine au paradoxe qu'il subit d'être un producteur major d'or noir et se retrouver en situation de devoir importer massivement des carburants et autres produits pétroliers pour son marché local. En effet, ce pays membre de l'OPEP est tout de même le premier producteur de pétrole du continent africain, avec en moyenne 1 200 000 barils par jour. C'est donc en soi une bonne nouvelle pour le Nigeria et ses populations, vu qu'il s'agit en tout premier lieu de limiter déjà l'importation d'essence, de gasoil, de kérosène. Chiffré à 20 milliards de dollars, soit un investissement 2 fois supérieur à l'estimation de départ de 9 milliards de dollars en 2021, l'installation de l'infrastructure avec sa propre centrale électrique s'étend sur plus de 2600 hectares. La compagnie pétrolière nationale du Nigeria a pris une participation de 20% dans le projet qui, une fois opérationnel, pourrait mettre fin à la dépendance du Nigeria à l'égard des importations de carburant. Au regard toutefois de ces grands volumes de production attendus, lorsque cette méga raffinerie atteindra sa vitesse de croisière, il convient de noter en pratique qu'elle ne représente pas d'office une menace pour les raffineries pétrolières du continent. Celles qui sont de taille modeste n'ont donc pas à craindre pour leur zone de marché traditionnelle extérieure. La raffinerie de Dangote a été construite dans le but précis d'affirmer l'autonomisation pétrolière du Nigeria et ce,
dans l'optique d'inverser la tendance actuelle de l'importation pour viser l'autosuffisance en produits finis pétroliers ciblés pour la consommation locale. Selon les estimations de la Banque centrale du Nigeria, ce site de production lancé en 2013 devrait permettre au pays d'économiser environ 3 milliards de dollars par an sur ses importations de produits raffinés. Toutefois, ce projet, bien qu'il soit bénéfique, ne résout pas la très forte hausse des prix des carburants depuis que le président Bola Ahmed Tinubu, au pouvoir depuis mai 2023, a mis fin à des subventions anciennes sur les carburants, entraînant une forte dévaluation du Naira. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.